Le jeune est-il preneur de ça? Et de savoir si à un moment donné, la bonne position n'est pas simplement celle de demander au jeune ce dont lui a besoin. Alors vous allez sans doute me répondre qu'ils ne le savent pas, et je vous dirai très vertement que si. Ils le savent, mais il leur faut peut-être du temps pour le verbaliser. Ce qui est très différent de nous, les adultes, où on a la parole qui est beaucoup plus accessible, je vais dire, en fonction de nos expériences, de notre vécu, etc. Donc, j'ai pris l'option de changer mon fusil d'épaule et je vais vous parler d'une situation concrète en vous demandant, parce que je préférerais que ce soit un échange plutôt qu'un déversoir personnel, de réfléchir à vos familles d'origine, de réfléchir à ce qui a fait qu'à un moment donné vous vous êtes engagé dans la profession d'enseignant, d'enseignante, d'accompagnant, d'intervenant social, je ne sais, et de dégager des pistes d'aide pertinentes selon vous par rapport à la situation que je vais vous exposer. C'est une situation, je le précise d'emblée, dans laquelle je me suis planté royalement. Et c'est grâce à un travail de supervision à ce moment-là qu'on peut être un tout petit peu remis en question et que l'on voit si oui ou non, parfois il est opportun de dégager d'autres pistes que celles que nous avons en tête en tant que professionnels. Donc la situation, c'est celle de Raphaël, qui est une jeune fille de 18 ans. La demande me parvient par un éducateur, donc, qui avait été délégué par sa direction pour émettre la demande. Et la demande est la suivante. Depuis 3 mois, donc on est aux alentours du mois de novembre, 2 mois et demi, 3 mois. Raphaël, qui est une excellente élève, se montre de plus en plus isolée, mais développe des comportements assez étranges. C'est-à-dire qu'elle se déshabille dans la cour de récréation, elle hurle en plein milieu des cours, elle quitte l'école et va se promener le long de la Meuse en balançant tous ses habits, donc on pourrait penser à de l'exhibitionnisme ou autre, mais ce n'était pas ça du tout. Et donc à un moment donné, l'école se questionne sur la capacité qu'elle a encore à venir en aide à cet élève-là. Et la demande qui est faite, essayer un peu de voir avec Raphaël ce qui se passe pour elle, etc., etc. Le contexte familial de Raphaël est le suivant. Son papa l'a abandonné à l'âge de 4 ans, sa maman s'est suicidée quand elle avait 14 ans, et elle est en relation avec son unique frère, qui est de 2 ans son aîné, qui vit en totale indépendance dans la ville de Bruxelles. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Raphaël est dans une école du Namurois, dans le centre de Namur, dans une école d'enseignement général, technique et professionnel, qui est une école extrêmement soucieuse du bien-être de ses élèves, peut-être même un peu trop. Voilà pour la demande et le contexte dans lequel évolue Raphaël. Alors les notions théoriques que je voulais aborder avec vous, et j'en ai entendu beaucoup parler ce matin, c'est la notion de mutation sociétale, qui est une notion développée par Jean-Paul Gaillard, qui nous livre les éléments suivants, c'est-à-dire que depuis 2000 ans, pour les gens de plus de 40 ans, mais je ne pense pas que ça pose beaucoup de problèmes à de nombreuses personnes ici, sauf quelques-unes là au bout, nous vivions, ou nous vivons encore, nous, dans un contexte où nous sommes des gens qui évoluons avec une certaine facilité dans un système hiérarchique que l'on nomme vertical. C'est-à-dire de nous soumettre à une injonction et quelque chose qui nous paraît être tout à fait naturel. Et à un moment donné, on est tous passés par là, je crois, lorsque l'on avait des mauvais points, ou que l'on rentrait en famille d'internat avec un bulletin exécrable ou des choses pareilles. Il nous arrivait de culpabiliser par rapport à une tâche non remplie. Cette notion de culpabilisation, elle est extrêmement importante, parce que je pense, ou lui pense en tout cas, que nous en sommes encore tous imprégnés. Et à l'heure actuelle, les jeunes nous renvoient à un monde qui est totalement différent. Pour eux, la culpabilisation, elle est bien moindre en termes de devoirs, par exemple, ou de comportements à adopter face à une hiérarchie,
Et eux évoluent dans un système hiérarchique que l'on nomme ou que l'on qualifie d'horizontal. Très souvent, que ce soit en entretien thérapeutique ou dans vos professions d'enseignants ou d'enseignantes, vous verrez que le jeune demande un rapport direct, d'égal à égal. Il n'accepte plus qu'un professeur puisse exiger quelque chose sans se justifier. La justification est sans cesse pourquoi moi devrais-je faire alors que lui, l'adulte, ne me dit pas pourquoi il le fait. Elle est constante, cette justification-là. Et nous, en tant qu'adultes, sommes très perturbés par ce rapport-là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce rapport donc, entre la génération des ancêtres et celle des mutants, comme il les nomme, est une grande porte d'accès aux jeunes. Et elle est essentielle pour rencontrer le jeune là où il est. Parmi vous, j'ai entendu citer le nom du docteur Lebrun ce matin, une personne avec qui j'ai eu l'occasion de travailler un tout petit peu. Lui insiste sur la notion de rencontre, et c'est en ça que ce groupe m'a interpellé beaucoup ce matin. Cette notion de rencontre est primordiale pour lui, mais elle ne l'est pas dans le faire. C'est-à-dire que rencontrer l'autre n'exige pas que l'on fasse immédiatement quelque chose. Rencontrer l'autre, c'est simplement peut-être l'aider à oser exprimer ce qu'il a exprimé et être là en tant qu'écoute. Rien de plus. Et cette notion de temporalité, elle est peut-être encore plus importante pour les jeunes que pour nous, parce que l'adolescent, lui, va à une vitesse VV'. Il faut que tout soit fait dans l'instant présent, que tout soit résolu dans l'instant présent. En entretien, on entre, on dit « Monsieur, ça ne va pas, dites-moi », etc. Le fait de ne pas dire, de s'asseoir, de regarder le jeune et de rigoler peut-être simplement, s'il parle d'une chose peut-être marrante, va très vite le mettre bien plus à l'aise qu'on ne le pense. Ce qui fait que l'on fait, c'est notre propre malaise à nous. On a envie de combler le manque, on ne supporte pas le manque. Et donc on a peut-être tendance à trop en faire avec les jeunes et à ne pas rester un adulte qui simplement assume sa fonction sans l'exercer de manière quotidienne. En tant qu'enseignant, moi je suis toujours marqué quand on travaille en individuel avec que ce soit une enseignante, un éducateur ou autre, par cette, je cherche le mot exact parce que je ne veux pas être indélicat, mais par cette obligation qu'il ou elle se met à devoir bien faire. Alors que ce que la rencontre exige, c'est simplement, quelqu'un a employé le mot humanité ce matin, c'est l'humanité ou l'humilité, je crois, d'oser dire à l'autre qu'on ne sait pas faire. Et c'est ça qui va lui permettre, à un moment donné, que ce soit au jeune ou à l'adulte, de penser que ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il fait mal, a un sens, et peut-être un sens positif. Donc, ça c'est pour la partie concernant la mutation sociétale et l'aspect rencontre qui, moi, me paraît crucial. La deuxième thématique à aborder, c'est la question du mythe. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de réfléchir un petit peu à votre histoire. Je vous ai demandé, pardon, de réfléchir un petit peu à votre histoire familiale. La question du mythe et de la norme. Donc un mythe, c'est un récit. Hein. On a tous dans nos familles, comme ça, grandi avec une espèce d'histoire familiale qui nous impose de faire telle ou telle chose. Donc un mythe, c'est un récit à visée identitaire d'abord. Notre mythe familial nous dit qui nous sommes, nous, et qui sont les nôtres. Le mythe est un récit à visée opératoire, c'est-à-dire qu'il nous livre la façon de faire et la façon dont font les nôtres, et un récit à visée explicative, c'est-à-dire qu'il nous donne des informations sur nos origines et sur les origines de notre milieu familial. La norme, elle, c'est simplement un ensemble de règles qui émergent bien souvent, mais dans une société plus ou moins organisée, concernant la façon dont on doit se comporter. Ces règles sont bien souvent écrites, on connaît tous
les codes légaux, etc., etc. Donc voilà. Et le rapport entre ces deux concepts, le concept de norme et de mythe, est bien souvent un rapport conflictuel. C'est-à-dire que ce qui est une norme pour moi est peut-être un mythe pour vous. Imaginons, je connais le prénom d'Isabelle, qu'Isabelle ait grandi dans une famille catholique où l'implication, la dévotion, le courage sont des valeurs essentielles. Et je suis un jeune garçon de 17 ans avec qui elle travaille. Mon milieu familial m'encourage plutôt, moi, à subir les choses, à protéger ma famille et à ne pas accorder trop d'importance à l'école. Si lors d'un entretien, Isabelle me présente son mythe de façon tout à fait indirecte, elle ne me parle pas d'elle, mais elle me dit « mais tiens, tu devrais t'investir plus, tu devrais ». Ce qui va se produire à un niveau inconscient, chez moi, c'est un ressenti de colère phénoménal parce que j'aurais peut-être, je dis bien peut-être, l'impression que de par la présentation de ces représentations de son mythe, elle ne reconnaît pas qui je suis. Et à ce moment-là, il me sera impossible, en tant que jeune, d'entrer en lien avec Isabelle. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de la situation de Raphaël. Quelqu'un aurait-il la gentillesse, ou la bonté, ou le courage, je ne sais pas comment on peut le nommer, de me donner, ou de donner à l'Assemblée plutôt, une piste d'intervention plausible par rapport à la demande qui avait été faite. Je rappelle, Raphaël se dénudait dans la cour, elle chantait, elle se dénudait en dehors de l'école. Très bon élève, mais dont les résultats scolaires ont chuté très rapidement, comme ça, en 1 mois et demi. Et donc l'école est interpellée, inquiète surtout. Très inquiète, l'éducateur et la directrice étaient très inquiets. Et voilà, la demande qui est formulée au service est accompagner un tout petit peu Raphaël et voir ce qu'il y a lieu ou pas de faire avec cet élève-là. Donc, ce qui s'est passé par la suite, et c'est vraiment, je pense, un partage d'expérience parce que ça peut vous arriver à toutes et à tous, je crois, peut-être même bien plus qu'à un psy d'ailleurs. Raphaël est venu aux entretiens, aux 10 premiers entretiens, où il y a eu une nette amélioration. Parce que ma position était une position exclusivement d'écoute, où je n'intervenais pas par rapport aux symptômes de Raphaël, où je l'ai laissé peut-être exprimer ses douleurs familiales, ses douleurs personnelles, son inquiétude, surtout face à l'avenir. Et subitement, dès le mois de janvier, il y a eu une résurgence des comportements, mais à un point où j'ai eu la bêtise, je crois, de proposer une hospitalisation. Parce que moi-même, elle m'avait royalement inquiété. C'est à ce moment-là que mon superviseur m'interpelle et me traite de con, parce qu'il m'a traité de con, me dit « mais tu as sous les yeux quelqu'un qui te montre des choses que tu ne vois pas. » C'est-à-dire que cette fille se déshabille dans l'école. Cette fille hurle dans l'école. Est-ce que c'est grave? Je lui dis plutôt, je suis mal à l'aise vis-à-vis de la direction, parce qu'il y a une demande et la réponse n'est pas là. Il me dit, tu n'en as rien à faire. Ton patient, c'est la jeune fille. Je te rappelle, et là je parle en son nom, que les symptômes ne sont pas graves. Elle ne fait que se défroquer et chanter. Donc, mais il y a l'effort à ce moment-là. Et il m'ouvre quelque part la voie en me disant « tu travailles dans un contexte scolaire. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'empêches d'utiliser ce contexte-là » Et je suis sorti de la séance de supervision comme ça. Je suis rentré chez moi, j'ai parlé avec mon épouse qui est psy aussi. Et elle me dit « je ne vois pas où il veut en venir, tu dois plutôt t'inquiéter des symptômes, etc. etc. » Mais je continue à creuser, je revois Raphaël, ça ne fait que se dégrader. Et à un moment donné,
Je lui renvoie, écoute bien Raphaël, je dois sortir de ma position de psy, j'en ai marre, je ne maîtrise plus le cadre dans lequel je me trouve, et je vais t'imposer quelque chose. Et à ce moment-là, elle se raidit, elle claque la porte, et elle me dit, mais ça c'est pas votre travail, je ne viens plus vous voir. Je dis, ok, on en reste là. 2 semaines après, je retourne voir l'éducateur qui était le commanditaire. Et je lui dis, je souhaiterais, monsieur, que l'on se voie Raphaël, vous, sa titulaire, ainsi que des élèves dont elle est proche. Et il me dit, pourquoi? Ça n'a pas de sens, Raphaël continue à déconner, les autres en ont marre, etc. etc. Et là, on échange sur la notion du partage du symptôme. C'est-à-dire que Raphaël ne manifeste ses symptômes qu'en présence d'adolescents ou d'adultes dont elle se sent proche. Mais dans le contexte scolaire, elle ne manifeste rien à son frère. Elle lui dit que tout va bien, etc. C'est même une fille qui fait du théâtre, qui est très douée d'ailleurs. Et cette réunion a lieu, et lors de cette réunion-là, Raphaël est blanche. Elle ne dit pas un mot. Et les autres lui expriment leur ressenti. Pour les jeunes, c'était une véritable souffrance de voir quelqu'un avec qui elles avaient de très bons rapports, de la voir se détériorer peut-être, j'emploie un mot très dur, mais à ce niveau-là, pour la titulaire, c'était une inquiétude de ne pas pouvoir remplir sa mission d'enseignante, mais avant tout sa mission de maman, parce que c'était une titulaire très proche de ses élèves. Et donc l'entretien se déroule, on le termine. Raphaël me dit, ben voilà, je suis d'accord de vous revoir maintenant. Et en 2 semaines, tous les symptômes de Raphaël avaient disparu, sauf mon inquiétude. Parce qu'en entretien individuel, cette jeune fille me faisait part de son envie de se casser en Australie en caravane avec son frère à la fin de ses études. Et dans mes représentations à moi, ou dans mon mythe familial, se casser sans arrière, que ce soit financier, intellectuel ou autre, était quelque chose d'inconcevable. Mais pour elle, c'était naturel, puisqu'il n'y avait pas d'accroche familiale. Papa l'abandonnait, sa maman l'avait quitté sans mots, et son frère lui intimait de se prendre en charge. Donc le départ était quelque chose qui était naturel. Et donc, si je vais parler de cette situation-là avec vous, c'est peut-être pour vous faire prendre conscience, je crois, de la place que vous occupez, qui est une place d'exception pour les jeunes. Les réactions dont vous avez que vous avez la gentillesse de communiquer sont des réactions que l'on aurait en tant que psy en cabinet, en privé. C'est-à-dire, on va s'inquiéter des hypothèses très personnelles, très causalistes. Mais dans un contexte scolaire, les symptômes que les jeunes manifestent vous sont bien souvent adressés à vous, les enseignants, les enseignantes, les éducateurs. Et on a peut-être une tendance aujourd'hui à se décharger, nous les adultes, de notre responsabilité d'adulte. Et j'ai peu entendu aujourd'hui, et c'est une notion qui me paraît importante, de la responsabilité que l'on a d'interdire aux jeunes. Parce qu'écouter, entendre, ne veut pas dire ne jamais prendre position. Interdire aux jeunes, ce n'est pas l'exclure, c'est simplement avoir un dialogue avec lui et lui faire part de notre position d'adulte. Et cette interdiction-là est bien souvent plus opérante que toutes les punitions du monde. Elle n'est peut-être pas opérante immédiatement, mais elle le sera par la suite. Parce que lorsque l'on occupe cette place d'exception-là, je pense que si l'on parle de notre position la plus vraie qui soit, à un moment donné, le jeune peut l'accepter d'une part, et peut accepter le témoignage d'une personne qui est passée non pas par les mêmes étapes que lui, mais d'une personne qui a déjà affronté un interdit et qui l'a assumé quelque part.